Lorsque l'ambition humaine cherche à dépasser la ligne d'horizon, des structures colossales apparaissent et repoussent les limites de ce que l'ingénierie peut accomplir. Centrales électriques gigantesques, ponts capables de franchir la mer, barrages immenses, gratte-ciel, voies ferrées accrochées aux montagnes, parcs solaires perdus dans le désert ou coffres arctiques enfouis dans le froid extrême. Chacun de ces méga-projets transforme une idée audacieuse en réalité matérielle. C'est un voyage à travers les plus grandes merveilles d'ingénierie du monde, là où le béton, l'acier et la technologie ne se contentent plus de construire, mais redessinent peu à peu notre planète. Au milieu du désert de Las Vegas, aux États-Unis, The Sphere surgit comme un objet lisse et gigantesque tombé d'un autre monde. Sa forme parfaite tranche avec les bâtiments anguleux qui l'entourent, comme si cette masse brillante refusait toutes les règles esthétiques du paysage urbain. Avec plus de 157 mètres de largeur, la structure atteint une échelle difficile à saisir. Elle est si vaste qu'elle pourrait contenir toute la Statue de la Liberté, tout en laissant encore assez d'espace pour qu'un petit groupe de personnes circule autour d'elle. Sous cette coque monumentale se cache un univers visuel presque hypnotique. À l'intérieur, un écran couvre environ 14 860 mètres carrés. Sa résolution 16K pousse l'illusion si loin que l'œil perd ses repères, et certains spectateurs peuvent sentir leur équilibre vaciller, alors même qu'ils restent parfaitement immobiles dans leur siège. Ce n'est donc pas seulement une salle de spectacle. C'est une machine immersive, construite pour envelopper le regard et brouiller la frontière entre image, espace et réalité. À l'extérieur, la coque devient elle-même un écran géant. En quelques instants, elle peut se transformer en œil immense qui cligne dans la nuit, puis en surface mystérieuse et criblée de cratères rappelant Mars. Dans l'obscurité du désert, cette sphère lumineuse semble parfois flotter comme une seconde lune au-dessus de Las Vegas. Son éclat est si intense qu'il a été comparé à un second soleil tombé sur Terre. La lumière peut être assez puissante pour que les pilotes traversant cette portion du ciel reçoivent des avertissements spéciaux du contrôle aérien. Et cette attention a un prix. Pour contrôler l'image de ce symbole lumineux pendant une seule journée, une entreprise ou un particulier doit payer la somme massive de 450 000 $ américains. Un montant qui montre à quel point ce monument incandescent domine le regard, la ville et même le ciel qui l'entoure. La route du Karakoram entre le Pakistan et la Chine traverse un paysage qui semble presque vidé de toute vie. Autour d'elle, la terre paraît morte, nue, brûlée par l'altitude et le silence. Des falaises de granit noir se dressent à la verticale, comme des dents de requin plantées dans le ciel bleu. Et ceux qui passent à leurs pieds ressentent souvent une pression étrange, presque étouffante, comme si la montagne elle-même se refermait au-dessus de la route. À côté de l'asphalte coule une rivière d'un vert laiteux, presque irréel. Sa couleur paraît magique, mais elle n'est pas simplement celle de l'eau. Elle vient des montagnes elles-mêmes, réduites en une poussière minérale extrêmement fine par les glaciers qui broient lentement la roche. Ce que l'on voit dans le courant, ce sont les restes de sommets entiers, arrachés, écrasés, puis entraînés à travers la vallée. C'est dans ce décor dur, hostile, sans indulgence, que les humains ont taillé la plus haute route internationale pavée du monde. La Karakoram Highway n'est pas seulement une voie de passage entre deux pays, elle ressemble à un monument vivant, conservé contre une nature brutale, immense et indifférente, par la seule volonté de survivre et de relier des mondes séparés par les montagnes. Mais ici, la beauté marche souvent avec la mort. Le magnifique lac turquoise que les voyageurs admirent aujourd'hui n'est pas né paisiblement. Il est apparu après un glissement de terrain terrifiant, assez violent pour ensevelir tout un village sous ses débris avant que l'eau ne recouvre les lieux.
Le danger, lui, ne disparaît jamais vraiment. Sur cette route, le panneau le plus courant n'annonce pas une limite de vitesse. Il rappelle plutôt que des rochers peuvent tomber à tout moment depuis les parois suspendues au-dessus des véhicules. Et peu de gens savent que cette bande d'asphalte repose sur des traces bien plus anciennes. Celles des caravanes de chameaux, lorsque des marchands transportaient déjà la soie et la foi à travers ces mêmes montagnes pendant des milliers d'années. La Warsaw Tower, en Pologne, s'élève au cœur de Varsovie comme une immense aiguille de cristal plantée dans le ciel. Au-dessus de cette ancienne capitale, sa silhouette semble vouloir recoudre les nuages qui glissent lentement sur la ville. Avec une hauteur architecturale d'environ 326 mètres, elle dépasse tous ses concurrents et s'impose comme le plus haut bâtiment, ainsi que la plus haute structure de toit de toute l'Union européenne. Mais cette tour n'est pas seulement impressionnante par sa taille. Les architectes l'ont enveloppée d'une armure de verre spéciale composée de 4 couches. Cette peau transparente aide l'édifice à réguler efficacement sa température intérieure, même pendant les mois d'hiver les plus rudes, lorsque le froid pèse lourdement sur la capitale polonaise. Derrière son apparence lisse et presque silencieuse, la Warsaw Tower cache donc une conception intelligente, pensée pour résister au climat autant que pour dominer l'horizon. Son dessin ouvre aussi l'accès à une plateforme d'observation panoramique presque parfaite, couvrant environ 300 degrés. Depuis ce point élevé, les visiteurs peuvent embrasser d'un seul regard la ville entière, ses rues, ses toits, ses lignes modernes et ses traces plus anciennes. La construction de cette tour, survenue peu après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, porte une signification plus discrète. Elle suggère que le centre de gravité économique régional se déplace peu à peu vers l'est. La Warsaw Tower n'est donc pas uniquement une tour de bureau luxueuse. C'est une déclaration architecturale puissante, le symbole visible du développement rapide d'un pays qui prend une place de plus en plus affirmée sur la scène européenne. Au terminal du tunnel sous la Manche, entre la France et le Royaume-Uni, l'une des plus grandes barrières naturelles de la planète semble brusquement céder. Là où l'océan imposait autrefois sa masse froide et infranchissable, de larges voies routières disparaissent soudain vers les profondeurs, comme aspirées par un gouffre noir ouvert sous le détroit. Depuis la zone d'embarquement, le train commence sa descente avec une inclinaison marquée. Peu à peu, il entraîne les passagers jusqu'à environ 75 mètres sous la surface, sous une couche de roches compactes et sous le poids écrasant de 115 mètres d'eau de mer. La pression combinée du sous-sol et de l'océan donne à ce passage une tension presque irréelle. Puis la scène devient digne d'un film de science-fiction. Un immense train d'acier, long d'environ 8 terrains de football placés bout à bout, ouvre ses compartiments latéraux mécaniques. Lentement, méthodiquement, il avale des centaines de voitures serrées pare-choc contre pare-choc, qui rampent une à une dans son ventre métallique. Dans le nord de l'Allemagne, le canal de Kiel crée l'une des illusions les plus étranges du paysage européen. Au milieu des champs et des prairies, d'immenses porte-conteneurs semblent avancer directement sur l'herbe, comme s'ils glissaient silencieusement à travers la campagne. Pourtant, ce spectacle presque irréel repose sur une réalité très concrète, une voie d'eau étroite, creusée pour relier les mers et transformer la navigation. À l'origine, ce canal n'est pas né d'un simple projet commercial. Il vient d'une ambition militaire impériale. L'objectif était de permettre à la flotte navale de se déplacer plus vite, plus discrètement, et d'éviter certains passages exposés, plutôt que de servir uniquement les intérêts économiques. Cette fonction stratégique explique en partie son tracé, sa précision et l'importance qu'il a rapidement prise. Aujourd'hui encore, le contraste reste saisissant. Les plus grands navires doivent avancer avec une extrême lenteur, car le chenal est étroit et ses berges, faites de terre souple, ne permettent aucune manœuvre brusque.
Même les super navires réduisent leur vitesse jusqu'à une allure presque humaine, proche de celle d'un marcheur. Ils passent alors devant les observateurs postés sur la rive, massifs, calmes, presque sans bruit. Grâce à ce raccourci, les bâtiments n'ont plus besoin d'affronter les mers du Nord, connues pour leurs tempêtes violentes et leurs conditions difficiles. Le trajet total est réduit de près de 467 km, un avantage immense pour la navigation. Cette économie de distance a transformé le canal de Kiel en la voie navigable artificielle la plus fréquentée de la planète, avec une densité de trafic maritime plus forte que partout ailleurs sur Terre. Et pour laisser passer ces géants d'acier, chaque pont qui traverse le canal doit rester suspendu très haut au-dessus de l'eau, à environ 42 mètres. Skybridge 721, en République tchèque. Tendu dans le vide comme un fil d'acier à hauteur du ciel, ce pont piéton suspendu mesure exactement 721 mètres de long et flotte à environ 95 mètres au-dessus du fond de la vallée. Pour empêcher cette structure de 446 tonnes d'être avalée par l'abîme en contrebas, elle est maintenue par 6 câbles géants, chacun capable de supporter une traction à la rupture allant jusqu'à 360 tonnes. En avançant sur la fine grille d'acier sous vos pieds, on a l'impression de marcher dans l'air, comme un aigle glissant en silence au-dessus des forêts de pins anciennes et des rochers montagneux déchiquetés, très loin en dessous. Les matins noyés de brouillard, les deux extrémités du pont disparaissent complètement de la vue, et chaque pas devient alors une traversée flottante dans un espace blanc, vide, presque irréel. La vérité la plus dure de cette structure suspendue tient pourtant à sa règle strictement à sens unique. Une fois engagée, il n'y a absolument aucun retour en arrière. Le visiteur est forcé d'avancer, même si la panique commence à monter. Et avec le balancement constant du tablier, ajouté au vide immense sous les pieds, l'esprit perd facilement tout repère, jusqu'à tomber dans une illusion de chute libre, violente et désorientante. L'aqueduc de Pont-Cécilte, au Royaume-Uni, ressemble moins à un simple ouvrage d'ingénierie qu'à une rivière suspendue dans le vide. À environ 38 mètres au-dessus du fond de la vallée, un canal artificiel traverse le ciel ouvert, comme s'il défiait les limites que les ingénieurs du 19e siècle croyaient encore infranchissables. Cette immense auge en fonte repose sur 18 piliers creux en calcaire, alignés avec une précision presque hypnotique. Le rythme architectural donne à l'ensemble une élégance froide, mais aussi une solidité qui dure depuis plus de 2 siècles. Le détail le plus étonnant se cache pourtant dans ce que l'on ne voit presque jamais. Pour empêcher l'eau de s'échapper entre les plaques de fer, les bâtisseurs d'origine utilisèrent un mélange inattendu, de la flanelle imbibée de sucre bouilli et de blanc de plomb. Ce procédé étrange permit de sceller la structure avec une efficacité remarquable, au point que l'aqueduc continue de retenir son eau 200 ans plus tard. Le traverser reste une expérience singulière, presque dérangeante. Dans une embarcation étroite, le visiteur avance lentement au-dessus du vide, avec d'un côté le chemin de halage et de l'autre aucune rambarde protégeant le bateau. La sensation est immédiate. On ne navigue plus seulement sur un canal, on semble flotter librement au bord d'un abîme. Il fallut 10 longues années pour transformer cette idée apparemment impossible en réalité. Ce qui aurait pu rester un plan dangereux, presque irréalisable, devint l'un des chefs-d'œuvre durables de la révolution industrielle. Cette audace a valu à l'aqueduc de Pont-Cécilte d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme un témoignage intact du génie créatif humain face à une nature qui ne pardonne rien. Parc solaire. Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, Émirats arabes unis. Dans un pays dont la prospérité
s'est longtemps construite en creusant le sol à la recherche de pétrole, un autre symbole se dresse désormais au milieu du désert nu. Ici, au lieu d'extraire l'énergie des profondeurs, on capte directement la lumière du ciel, grâce à une machine presque futuriste posée sur le sable. Sur environ 78 km², cette immense matrice de verre forme une mer plate, sombre et bleutée, comme un cristal artificiel étendu au cœur d'un océan de dunes dorées. Vu de loin, sa géométrie tranche brutalement avec le paysage aride qui l'entoure. Mais l'image la plus saisissante vient de ces 70 000 miroirs, tous orientés en même temps vers le sommet d'une tour centrale d'environ 262 mètres de hauteur. À cet endroit précis, la lumière concentrée allume une flamme blanche, aveuglante, semblable à un soleil artificiel enfermé au centre du complexe. La chaleur au point de convergence atteint environ 565 degrés Celsius. Une température assez extrême pour faire fondre du sel liquide destiné au stockage de l'énergie, mais aussi année voyante pour réduire en cendres tout oiseau sauvage qui volerait accidentellement trop près du faisceau. Avec l'ambition d'atteindre une capacité massive de 5000 MW, ce chef-d'œuvre solaire transforme le désert en centrale géante. Il aspire la puissance du soleil lui-même pour éclairer une nouvelle époque énergétique dans toute la région. La Cité des Arts et des Sciences en Espagne ressemble moins à un ensemble de bâtiments qu'à une station spatiale posée sur l'eau. Son apparence est si futuriste qu'elle a déjà été choisie comme décor prêt à l'emploi pour des films de science-fiction, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des effets visuels pour la rendre plus étrange ou plus avancée qu'elle ne l'est déjà. Ici, l'architecture rompt avec les blocs rectangulaires froids et sans vie. Les formes semblent s'inspirer d'organismes vivants, comme si la ville avait laissé surgir au milieu d'elle des créatures minérales. Certaines lignes évoquent le squelette blanc d'une baleine, tandis qu'une autre structure prend l'allure d'un immense œil capable de cligner et de surveiller silencieusement la ville. Autour du complexe, de vastes bassins peu profonds créent un effet presque irréel. Leur surface fonctionne comme un miroir géant, reliant les édifices à leurs reflets et transformant l'ensemble en une seule figure symétrique, suspendue entre le ciel et l'eau. Mais derrière cette peau brillante se cache un détail que peu de visiteurs remarquent vraiment. L'enveloppe extérieure a été réalisée à la main avec des millions de fragments de céramique brisés, selon une technique classique de mosaïque, appliquée ici à une échelle industrielle rarement atteinte. Plus profondément, à l'intérieur du complexe, se trouve aussi le plus grand écosystème océanique artificiel du continent. Il contient une quantité d'eau véritablement massive, suffisante pour remplir environ 15 piscines olympiques. Pourtant, ce lieu n'a pas toujours été célébré. À l'époque de sa construction, il a été durement critiqué pour ses coûts, qui ont dépassé 1,2 milliard d'euros. Aujourd'hui, il est devenu le cœur culturel renaissant d'un ancien lit de rivière, autrefois considéré comme mort, traversant la ville. La statue de l'Unité, en Inde, perce le ciel à une hauteur d'environ 240 mètres. Ce géant de bronze porte fièrement le titre de plus haute statue de la planète, loin devant toutes les autres structures du monde, avec une marge immense. L'édifice a été érigé pour honorer l'homme de fer de l'histoire, cette figure paternelle qui a soudé les fragments épars de la nation en un seul bloc uni. Peu de gens savent que l'âme réelle de la statue se trouve dans ses fondations, coulées avec 122 tonnes de ferraille offertes par des millions de simples agriculteurs à partir de leurs anciens outils et de leur matériel usé. Le parcours se termine au niveau de la poitrine de la statue, à environ 153 mètres de hauteur. Là, une plateforme d'observation s'ouvre sur une vue large à travers le manteau de la silhouette, révélant pleinement la vallée et la rivière qui serpentent en contrebas. Au Portugal, le pont Vasco da Gama se dresse comme une immense harpe blanche entre la mer et le ciel.
À première vue, il semble presque irréel. Des pylônes à haubans, fins et puissants, puis un système de viaducs qui paraît se prolonger sans fin au-dessus de l'eau. D'une rive à l'autre, l'ensemble atteint près de 17,2 km, une distance qui a longtemps fait de lui le plus long pont de toute l'Union européenne. Pour les conducteurs, la traversée donne une impression étrange, celle de glisser directement au-dessus d'un océan ouvert, avec l'horizon pour seul repère. Pourtant, rien dans ce tracé n'a été laissé au hasard. La route ne file pas en ligne parfaitement droite. Elle décrit volontairement une courbe douce, presque imperceptible, afin de briser la monotonie du trajet. Sur une chaussée longue, régulière et sans repère, l'esprit peut se laisser piéger par ce que l'on appelle l'hypnose autoroutière. Ici, cette légère courbure aide à maintenir l'attention et réduit ce danger silencieux. Sous la surface, la prouesse devient encore plus impressionnante. Pour ancrer l'ouvrage, les gigantesques pieux de fondation ont dû être enfoncés à plus de 94 mètres de profondeur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 30 étages enterré sous terre, simplement pour atteindre la roche solide cachée sous les lits boueux du fleuve. Cette structure n'a pas été pensée seulement pour supporter le trafic, elle a été conçue comme une forteresse de survie. Sa solidité lui permet d'affronter des super tempêtes, avec des vents pouvant atteindre 249 km/h sans même vaciller. Et plus encore, le pont Vasco da Gama a été calculé pour résister à un séisme 4,5 fois plus puissant que la catastrophe historique qui avait autrefois rasé cette même ville. Tropical Islands Resort en Allemagne. Au cœur de l'hiver européen glacé, une nature trompeuse s'est installée, comme si une zone tropicale mise en boîte avait été créée pour enfermer un été éternel dans une immense cage de métal. Long de 360 mètres, large de 210 mètres et haut de 107 mètres, cet ensemble architectural sans poteaux abrite un volume intérieur colossal, suivant 5,5 millions de mètres cubes d'air libre. Grâce à près de 20 000 mètres carrés de film transparent qui recouvrent la coupole, les rayons ultraviolets traversent encore la structure et les visiteurs peuvent bronzer tranquillement au milieu d'une tempête de neige extérieure. Sous ce plafond métallique gris et industriel, la vie s'épanouit avec une force presque irréelle. 50 000 espèces végétales, venues d'une véritable forêt tropicale, s'entrelacent étroitement. Le long d'une plage de sable blanc, pure et stérile, longue de 200 mètres, on peut entrer dans une eau chaude et parfaitement immobile, de jour comme de nuit, 365 jours par an. En laissant complètement derrière soi la dureté du monde extérieur, ce jardin d'Éden artificiel montre qu'une paix totale est désormais un produit bien réel, accessible par le simple prix d'un billet d'entrée. Rien dans cette architecture ne cherche à rappeler le dehors. Tout est conçu pour maintenir cette illusion de saison stable, protégée, presque suspendue. La Sheikh Jaber Al Ahmad Causeway, au Koweït, s'élance au-dessus de l'océan comme un gigantesque dragon d'acier. Ce méga-projet relie fièrement une capitale animée à un désert silencieux et vide, sur l'autre rive. Avec une longueur d'environ 50 km, l'ouvrage est si immense que les ingénieurs ont dû tenir compte de la courbure de la Terre dans leur plan, sans quoi ces deux extrémités ne se seraient jamais rejointes correctement. Au milieu de cette étendue marine vide, d'énormes machines de chantier pesant 1800 tonnes ont posé des travées de 60 mètres pour relier deux îles artificielles d'environ 30 hectares chacune. Des structures qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Les ingénieurs ont même accepté d'ajouter des centaines de millions de dollars afin de courber légèrement le tracé et d'éviter d'endommager les récifs coralliens voisins. Cette bande fluide, presque soyeuse, a été façonnée à partir de 340 000 tonnes d'acier, une quantité suffisante
pour couler environ 45 répliques de la Tour Eiffel. Une ambition aussi démesurée vient d'une fierté nationale hors du commun. Car cette bande de béton, évaluée à 1 milliard de dollars, s'étire patiemment sur la mer, en attendant la naissance d'une mégalopole sur l'autre rive, une ville qui, pour l'instant, n'existe pas encore pleinement. Pont de la Confédération, Canada. Il traverse un détroit violent comme une ligne de béton lancée contre les éléments. Long de 12,9 km, cet ouvrage massif n'est pas seulement une route, c'est un pacte d'acier et de ciment, conçu pour mettre fin, de façon permanente, à l'isolement millénaire d'une communauté insulaire. Ce pari d'1 milliard de dollars, l'un des plus audacieux de son siècle, repose sur 65 piliers en forme de cône, dressés comme les pièces d'une immense machine. Leur rôle est brutal et précis. En hiver, lorsque les glaces dérivent dans le détroit, ces piliers ne se contentent pas de soutenir le tablier. Ils sont faits pour affronter des plaques de glace de près d'1 mètre d'épaisseur, les briser et absorber à chaque choc une force dépassant largement 3000 tonnes. Sous son apparence immobile, le pont agit donc comme un mécanisme géant, pensé pour survivre à une pression constante, invisible depuis la route. Vu du ciel, son ruban gris ne file pas en ligne droite. Il dessine volontairement une vaste lettre S au-dessus de l'eau. Cette courbe n'est pas décorative. Elle sert à rompre l'hypnose dangereuse de la conduite, celle qui peut s'installer quand la route semble interminable au milieu du paysage blanc de l'hiver. Puis, au niveau du principal chenal de navigation, la chaussée s'élève soudainement. Elle grimpe jusqu'à environ 60 mètres, assez haut pour laisser passer les navires, mais aussi pour créer chez les conducteurs une impression saisissante, comme si la route allait se briser dans le vide juste devant leurs roues. Et pourtant, malgré cette puissance mécanique extrême, le pont doit encore céder devant la violence de la nature. Dès que le vent dépasse 69 km/h, le système de barrière se ferme immédiatement. Plus personne n'est autorisé à s'engager sur le pont, jusqu'à ce que la tempête perde enfin sa force. Le 2, à Londres, au Royaume-Uni. Vu du ciel, le bâtiment semble presque irréel. 12 tours jaunes traversent le dôme blanc, comme les antennes d'un vaisseau extraterrestre posé au sol et maintenu là par la ville elle-même. Pourtant, derrière cette silhouette étrange, se cache une idée très précise. Ce dôme fonctionne comme un immense calendrier architectural. Son diamètre approche les 366 mètres, en référence au jour de l'année, tandis que sa hauteur d'environ 52 mètres évoque les semaines. Sa coque extérieure paraît incroyablement fine, presque aussi légère qu'une chemise tendue sur une structure géante. Mais cette apparente fragilité est trompeuse. Elle est assez résistante pour supporter le poids d'un avion à réaction, si l'on parvenait, d'une manière ou d'une autre, à le placer au sommet. Autour de lui, les gratte-ciel de Londres montent à la verticale. Lui, au contraire, s'étale bis et large, dessinant une courbe douce et rare au milieu de la jungle de béton de l'horizon urbain. Ce n'est pas seulement un symbole architectural. Le dôme a aussi été pensé comme une structure intelligente. L'eau de pluie qui glisse sur son immense surface peut être récupérée puis réutilisée dans l'ensemble du complexe. Et son histoire a connu un retournement spectaculaire. Autrefois largement détesté, ce lieu a fini par se réinventer entièrement. Il est devenu l'arène musicale la plus fréquentée de la planète, dépassant année après année tous ses grands concurrents mondiaux en vente de billets. Au barrage de Kariba, entre la Zambie et le Zimbabwe, le paysage semble presque irréel. Au cœur d'un continent aride, une immense arche de béton a interrompu le cours du plus grand fleuve d'Afrique australe, jusqu'à faire naître derrière elle une mer artificielle longue d'environ 220 km. Cette étendue d'eau paraît calme à la surface, mais son poids est colossal.
On estime que les 180 milliards de tonnes retenues par le barrage exercent une pression si violente sur le sol qu'elles écrasent la croûte terrestre sous le réservoir. Cette contrainte a été associée à de petits séismes artificiels, capables de faire trembler la région alentour. Et pourtant, au-dessus de cette masse écrasante, l'image est tout autre. Les eaux immobiles du lac sont devenues un décor de vacances, avec des bateaux-maisons luxueux où des touristes passent plusieurs jours d'affilée, suspendus sur cette mer intérieure, comme si rien sous eux ne bougeait jamais. Le contraste est saisissant. En profondeur, une pression capable de secouer la terre. En surface, une tranquillité presque parfaite. Pour les visiteurs, l'expérience la plus troublante vient souvent de la crête du barrage. En avançant sur cette bande d'asphalte longue de 600 mètres, on peut sentir le sol vibrer sous ses pieds. Ce frémissement donne au lieu une tension physique immédiate, entre peur réelle et fascination pure. Surgissant du désert, sur les rives du golfe Persique, le Burj Khalifa, aux Émirats arabes unis, domine Dubaï comme une silhouette impossible à ignorer. Il n'est pas seulement la plus haute construction du monde, il incarne aussi l'ambition extrême de l'ingénierie moderne, poussée jusqu'à une limite que peu de projets avaient osé approcher avant lui. Achevé en 2010, l'édifice atteint environ 828 mètres de hauteur. À son inauguration, il dépasse tous les records précédents et impose une nouvelle référence à l'architecture mondiale, comme si la verticale devenait soudain un territoire à conquérir. Sa construction a duré 6 ans et a mobilisé plus de 12 000 ouvriers, ingénieurs et spécialistes. Pour élever cette tour, il a fallu environ 330 000 mètres cubes de béton ainsi que près de 39 000 tonnes d'acier d'armature. Mais la hauteur n'était pas le seul défi. À une telle altitude, les vents deviennent une force constante, capable de faire osciller une structure gigantesque. Les ingénieurs ont donc conçu un plan au sol très particulier, en forme de Y. Cette géométrie permet de réduire les mouvements de la tour et de répartir plus efficacement la pression du vent sur l'ensemble du bâtiment, dont la surface totale dépasse 297 000 mètres carrés. À l'intérieur, le Burj Khalifa réunit des bureaux, des résidences privées, un hôtel de luxe, une plateforme d'observation située à plus de 500 mètres au-dessus du sol. De là, le regard embrasse le désert, la ville et la ligne d'horizon de Dubaï. Plus qu'un gratte-ciel, le Burj Khalifa reste le témoignage durable de la capacité humaine à repousser, encore plus loin, les limites de l'architecture et de l'ingénierie.